Et bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Second Souffle, présenté par alias moi-même et avec Lucas Diléo. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui est Mélusine Aconite, la folie des hommes. Je ne sais pas comment te présenter. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous. Et la folie des hommes, c'est très bien. La comtesse Aconite, c'est très bien aussi. Ou juste Mélusine. Juste Mélusine, c'est très bien. Et salut Lucas Diléo, comment ça va? Ouais, salut tout le monde, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu échanger. Bonjour à Mélusine, et bonjour Alias, bonjour tout le monde. On voit que, on voit que l'activité sur X, Lucas Diléo, est à son comble ces temps-ci. Non, bah écoute, sur Twitter, oui, on poste de temps en temps, c'est un petit coup de pied dans la fourmilière pour voir s'il y a encore de la vie. Bienvenue sur le podcast déjà à tous ceux qui nous écoutent. Le dernier avec, je crois, Shaira, a fait pas mal parler et c'est plutôt bien, que ce soit en mal ou en bien. Chacun donne son avis. Pour rappel, le podcast, l'idée du podcast, c'était de faire un podcast, une conversation avec des sujets à débat. Et comme on en trouve un peu nulle part, l'idée, c'était pas de refaire ce que tout le monde fait habituellement, de présenter, de faire la promo, car on va pas se mentir, on n'a pas une visibilité ou personne n'a une visibilité suffisante pour pouvoir prétendre faire ça. Mais c'est d'avoir des débats entre nous pour voir ce qui va pas, de faire progresser, et, tout simplement d'avoir de la discussion entre les avis de chacun. C'est ça, c'est un peu ce truc où finalement c'est l'idée de base quand on a commencé ce podcast, c'était un peu d'être un pont entre les différentes opinions plutôt que de construire des murs. Chose que Twitter fait très bien, hein, construire des murs entre les gens. Nous, on voulait être ce pont où finalement des mondes qui n'entrent jamais en contact peuvent venir et contacter. C'est un peu ça. Je pense que Mélusine, pour le coup, tu es un peu l'exemple, le bon exemple aussi, tu vois, parce que je pense pas que si j'avais pas fait ce podcast, on n'aurait pas échangé comme on va pouvoir le faire ou comme on a pu le faire un peu en off tout à l'heure. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça l'idée, c'est montrer à tout le monde que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, tu peux avoir des visions différentes sur plein de choses, mais le dialogue, quoi qu'il arrive, il reste toujours possible et c'est toujours la meilleure des solutions plutôt que de lancer des conflits. Et puis c'est surtout trois visions à chaque fois qu'on a invité, ou sinon on a un invité, ou sinon deux visions, c'est-à-dire la mienne et la tienne. Et que moi je suis plus ou moins nouveau dans le catch, je découvre cet univers du catch français et le business. Et toi, on va dire que tu es là depuis assez de temps pour avoir le recul nécessaire que je ne peux pas avoir. Ou même, on peut dire aussi que tu es là depuis trop longtemps pour avoir l'œil nouveau qui peut être nécessaire. On peut voir la chose d'un sens comme dans l'autre. Ouais, c'est ça. Je pense que le temps que j'ai passé là-dedans me permet d'avoir un recul, mais aussi me confronte à des changements, à une évolution qui parfois peut me dépasser. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces différents points de vue. Et juste par rapport au dernier podcast, je voudrais juste rebondir sur un truc. Euh, Il y a eu pas mal de réactions. Alors j'allais dire en off, mais je ne sais même pas si c'est du off, mais par rapport aux propos que Sabrine a pu avoir, par rapport aux idées qu'elle a pu mettre sur la table, etc. Et il y a des gens qui ont critiqué un peu sous couvert d'anonymat, alors sur Cage Match. Et j'ai trouvé ça un peu décevant que beaucoup de personnes pensent que c'était moi. Plusieurs personnes me l'ont rapporté, plusieurs personnes, même des proches à moi, sont venus me demander, wow, c'est quoi les commentaires que tu as mis sur Cage Match par rapport à Shaira et par rapport à Kao. Euh, donc je le dis là pour ceux qui écoutent, etc. Alors poster des trucs en anonyme, c'est pas mon truc. Si j'avais quelque chose à dire aux gens, je leur dirais directement. Si j'avais quelque chose à dire aux gens et que j'ai du temps, je leur dirais en face. Euh, il y a personne d'assez grand dans ce milieu, il y a personne d'assez grand dans ce monde, même je vais vous dire, pour que je me mette à me cacher derrière les réseaux sociaux pour dire des choses. Et je suis un peu déçu par les gens qui me connaissent bien et qui ont pu croire que j'étais ce genre de personne.
c'est qu'elles ne me connaissent pas vraiment bien. Donc voilà, il y a personne dans ce milieu d'assez fort, d'assez impressionnant, d'assez intimidant pour que je me dise ah je vais aller faire un faux compte et je vais aller poster des faux trucs en privé parce que sinon j'ai peur de me faire engueuler. Non non, essaye de m'engueuler et puis on en rediscute après. Donc voilà, ce n'est pas moi qui bave sur les gens sur les réseaux. Quand j'ai besoin de le faire, je le fais de manière directe. Petite parenthèse fermée. Ouais, bah après on peut le voir sur X, sur Twitter, que on n'a pas besoin de plus de preuves, hein. Ouais. Concernant notre invité aujourd'hui, Mélusine, alors est-ce que tu peux nous parler de toi avant que je puisse le faire ou que Lucas Di Leo puisse aussi le faire de ce qu'il connaît de toi? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu as fait depuis quand tu catches et tes objectifs? Donc je catch sous le nom de Mélusine. J'ai commencé à voir quelques matchs en octobre, notamment dans des shows d'élèves et par la suite à Toxic Rix sous la Folie des Hommes et les autres matchs sous la gimmick de la Comtesse Aconite. Et voilà, je m'entraîne depuis 3 ans, donc, ou à peu près 3 ans. J'ai commencé à la Rix Academy. Après, j'ai déménagé à Paris, je suis passée à l'APC parce que c'était plus simple pour se déplacer, étant donné que je suis une grande adepte des stages. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs que tu es archi connu, on va dire, dans le milieu du catch et des catcheurs. C'est que les gens te croisent quasiment à tous les stages. De la réputation que tu as, il n'y a pas plus motivé que Mélusine pour s'améliorer et s'entraîner. Bah, archi connu, j'irai pas jusque-là non plus. Pour ce qui est de me croiser souvent sur les stages ou en tant que bénévole sur les shows, notamment à BZ, oui. Si je le fais, c'est qu'il y a plein de raisons, mais notamment le fait que je sais que je reviens de loin pour ce qui est des capacités physiques. Et même maintenant où j'y arrive mieux, bah, j'ai pas envie d'arrêter aussi, sans parler que c'est aussi une très bonne excuse pour voyager. Et tu fais partie de ces personnes-là qui ont déménagé pour le catch. 2 fois. Une première fois à Rennes pour la Rix Academy et une deuxième fois, il y a pas loin, à peu près 1 an et demi pour la PC. Et du coup, j'en viens à ma question sur tes objectifs. Parce que si tu te déplaces, enfin, si tu bouges ta vie personnelle pour le catch, c'est que forcément, tu as des objectifs qui correspondent à ta vie, enfin, à en faire ta vie, ou en tout cas à ce que le catch soit une grande partie de ta vie. Bah, très sincèrement, le catch m'a littéralement sauvé la vie. Et pour ce qui est du reste, mon objectif à long terme, parce que je me doute que ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est de catcher tous les week-ends partout dans le monde. Expérimenter tous les types de catch, voir ce qui se fait partout en fait. Alors bien sûr, pour l'instant, je suis en Europe, parce que je n'ai pas fait des stages que en France, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller partout. Et pas de me contenter que des stages aussi. Les choses, c'est cool. Tu comptes, par exemple, déménager à l'étranger, dans un pays je sais pas, je prends l'exemple de Eddie Karaoui, qui est parti au Mexique, et puis qui y est depuis à peu près 17 ans. Est-ce que ce serait quelque chose qui te... Déménager, déménager à l'étranger, ça dépendra des opportunités, mais oui, c'est envisageable. Pour parler de ça, je voulais savoir ton avis sur le catch français. Et puis après, on développera ensemble sur les shows qui se passent en France un peu partout, sur aussi l'ambiance dans le catch français, parce qu'on est, à mon avis, dans un tournant décisif dans le catch français. On n'a jamais été aussi exposé au niveau mondial. Il y a les réseaux qui jouent, mais aussi le talent, les signatures, Backlash 2024 qui a fait. Toi, qu'est-ce que tu penses parce que tu as une vision d'ensemble, tu as été un peu de partout, qu'est-ce que tu penses du catch français? Ce que je pense du catch français, c'est qu'on a d'énormes talents. Pour le coup, on a des talents, on a de très bons talents, mais qu'on arriverait à faire beaucoup plus si on arrivait chacun à mettre un peu plus nos égos de côté. Je vois très souvent quand il y a 2 promotions dans la même ville, plutôt que d'essayer de construire quelque chose un peu ensemble, ça se tire dans les pattes et c'est dommage parce que, bah, le catch, c'est un petit milieu, surtout en France, c'est un milieu très niche et au final, bah, il y a de la place pour tout le monde actuellement. Je dis pas que ce sera toujours le cas, mais actuellement, c'est le cas parce que ça reste un milieu niche et plutôt que de se soutenir, soutenir les structures émergentes, bah, j'ai l'impression que ça se tire pas mal dans les pattes, quoi.
Et c'est Est-ce là. que le catch, au final, ça n'a pas toujours été une histoire de territoire? Toi qui connais un petit peu comment ça se passe aux États-Unis, au final, on est dans la bonne histoire. C'est-à-dire qu'en France, il se passe ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire que le catch, c'est une histoire de territoire. Si je suis le premier à me faire ma structure de catch, je dis une bêtise à, à, à Metz, on va dire que moralement, la structure de Metz, le territoire de Metz m'appartient. C'est comme ça que ça se passe ou pas? Bah, c'était comme ça dans le temps. Dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, hein. Moi, j'ai connu une époque où, finalement, les villes du Nord étaient en majeure partie à ICWA. Et FFCP et VS se partageaient un peu le reste. Et encore, finalement, une structure comme la Wrestling Star, ils ont leur ville. Ils ont leur ville et ils peuvent passer n'importe où. Ils sont partout en France. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi ce qu'ils faisaient. Mais ils ont leur ville un peu partout en France parce qu'ils ont leur connexion dans certaines mairies. Mais tu sais, c'est un peu le même principe euh, qu'un qu'un coiffeur. Je sais pas si tu as déjà fait ce truc ou même un coiffeur ou un grec, quoi. S'il y a un coiffeur dans une rue, tu peux être sûr que quelques pas plus loin, il y a un autre coiffeur. Et les deux arrivent à faire leur commerce. Et pour le catch, grosso modo, pour moi, c'est devenu un peu comme ça en France. En France, pardon. Les gens, ils ne captent pas que si un jour tu fais un show à Metz, que ça marche. Euh, Si je fais un show à 15 kilomètres plus loin le week-end d'après ou 2 week-ends d'après, ça peut marcher aussi et l'un n'empêchera pas l'autre, en fait. Donc, les territoires, ça a toujours existé, mais est-ce que c'est encore d'actualité? Je suis pas sûr. Surtout que d'une promotion à l'autre, le public n'est pas forcément le même. Je vois par exemple du côté de Lille, on a principalement deux promotions, la CACC et la BZ, et les deux n'ont pas du tout le même public. Ouais, mais ça s'explique assez facilement aussi, parce que CACC reste dans sa salle à Douai, euh, et ils ont leur public un peu. Ils font, pour moi, la CACC fonctionne plus ou moins comme la PC. Ils attirent un public un peu plus familial que BZ. BZ qui va attirer un peu les fans du net, etc., etc. Finalement, la CACC fonctionne un peu comme la PC en termes de logistique. Ils ont leur salle, ils ont ces facilités-là. Et ils attirent le public que ICW a attiré quand c'était eux qui tiraient la couverture, quoi. C'est une grande partie de public local, on va dire, et une petite poignée de fans Internet, quoi. Euh, enfin, quand je dis fans Internet, on va dire c'est les fans vocaux sur Twitter qui commentent, qui connaissent les catcheurs en France, etc., etc. Euh, et qui se déplacent. Bah, après, des fois, ils se déplacent pas beaucoup. CACC, c'est pas des gens. Enfin, quand je faisais les shows ICWA, on a des gens qui venaient traverser la France pour venir sur certains shows, quoi. Se déplacer 10 km, c'est pas vraiment se déplacer. Mais CACC, j'ai l'impression que c'est un peu ce public-là qui, qui les attire. Que BZ, c'est un peu plus vaste. Ils touchent des fans d'un peu partout, j'ai l'impression. Et moi j'ai une question parce que tout le monde bon, se tire la bourre pour le premier, donc la première structure, le premier catcheur. Aujourd'hui, on peut dire que la BZ est plus ou moins la première structure en termes de moyens, en termes d'affluence en France. Est-ce que et on se posait la question d'ailleurs récemment avec d'autres personnes du catch, on se posait la question à se dire est-ce que la BZW n'est pas la top structure en France grâce au fait que il y ait un public belge et au final est-ce que le public français est un public vraiment à part le public familial qui vient en one shot ou de temps en temps sans suivre les catcheurs sur les réseaux, etc. Est-ce que le public français n'est pas un public toxique au final? Et est-ce que le fait que la BZW soit top 1 en termes d'affluence et de public et de qualité de show de catch, ça soit pas un peu grâce aux fans belges? En soi, bon, déjà, la BZ à la base n'est pas une structure française, mais une structure belge. Mais je suis d'accord, elle est plus souvent en France qu'en Belgique.
Cela dit, pour l'histoire des fans toxiques en France, je suis pas forcément d'accord. Ce qui fait le succès de la BZ, on va dire, je saurais pas mettre exactement le doigt dessus, mais déjà il y a ils y mettent plus de moyens derrière, je pense. Après, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on appelle succès? Nous, on voit le succès réseaux sociaux. Les gens qui vont commenter BZW et qui te disent, ouais, c'est le top en Europe. Sauf que quand tu regardes, c'est 3 commentaires et c'est 3 commentaires des mêmes personnes, quoi. Ce qui est intéressant de voir, c'est combien de galas, combien d'argent, est-ce que ça génère de l'argent ou est-ce qu'ils perdent de l'argent? Ce genre de choses, quoi. Ça dépend comment tu mesures le succès. Et par rapport à la structure et la proximité avec la Belgique, est-ce que je crois que tu confonds, Mélusine, si je dis pas de bêtises, entre BZ et Bodyzoy? Non, BZ, leur siège social est à Mons. Oui, c'est ça. BZ, c'était Bodyzoy avant, en fait. Mais du coup, ils ont, à leur tête, maintenant, c'est la scission qu'il y a eu. Après, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus souvent en France qu'en Belgique. Ça, on est tout à fait d'accord. D'accord, mais initialement, c'est une structure belge. Ok. Oui. Ok, ok. En termes de fans en France, est-ce que toi, Mélusine, tu penses que les fans, comme disait Lucas Diléo tout à l'heure, les fans vocaux, peuvent être problématiques? Alors, je sais que récemment, on a beaucoup parlé de catcheurs problématiques, structures problématiques. Et au final, on a un peu mis sous le tapis les fans qui peuvent être aussi problématiques, que ça soit physiquement sur les shows. On a parlé de gestes ou de paroles. Je me souviens de la polémique Thiago Montero qui a été qui a été insulté par le public. Ça a fait tout un communiqué, ou alors même de catcheurs ou de catcheuses qui ont été touchés, etc. Et sur les réseaux, on voit que les seuls fans vocaux, en tout cas ceux qui font le plus de bruit, sont des fans qui, au final, polluent un petit peu l'ambiance du catch français. Donc, Bah, est-ce que on peut dire, au final, que comment on appelle ça, que le fan français hardcore est plus ou moins nauséabond dans l'ambiance du catch en France? en soi, pour ce qui est de ce qui peut se raconter sur les réseaux, déjà, je ne suis pas sur X, donc je ne sais pas forcément ce qui s'y raconte parce que je fuis ce réseau social dans l'ensemble. J'ai un compte pour me tenir au courant, mais c'est à peu près tout. Cela dit, je vais pas dire que sur, X, ils sont, problématiques, mais parfois, ils n'ont pas forcément toute l'histoire, ce qui n'est pas plus mal en réalité. Et pour ce qui est sur les shows, je pense notamment à la polémique sur, Thiago Montero. Ce qui se passe, c'est qu'il était heel et les heels, c'est pas nouveau qu'ils soient insultés. Je veux dire, on attend du public qu'ils soient vocal aussi. C'est un peu notre objectif, les faire réagir. Donc, j'arrive pas vraiment forcément à voir d'où vient la polémique. C'est comme récemment avec Jacob. Et pour ce qui est des gestes, les gestes déplacés ne seront jamais acceptables qu'ils viennent d'un fan hardcore, de quelqu'un du public qui vient voir du catch pour la première fois ou d'un catcheur ou de n'importe qui d'autre. J'allais justement, je rejoins un peu ce que je te rejoins un peu, non, je te rejoins totalement en fait, Mélusine. C'est la polémique autour de Thiago, par exemple. Pour moi, j'ai toujours pensé que Thiago il en jouait et qu'il s'est dit je vais plaisanter là-dessus et que les gens qui avaient envenimé le truc, eux, ils l'avaient pris premier degré. Et ce que je trouve un peu désolant, c'est que finalement, on fait du spectacle. Donc, si là, je viens sur un ring dans la forme physique que j'ai et que je me fais insulter, je sais à quoi je m'expose en venant dans la mauvaise forme sur laquelle je suis. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne se sont jamais gênés. Les mêmes gens qui ont critiqué les réactions que Thiago a eu, pardon, se sont permis de me critiquer à une époque sur ma forme physique ou ci ou ça. Mais ça, peu importe, hein. Moi, je l'ai toujours pris. C'est du spectacle, donc j'ai un certain recul entre Lucas Diléo et Rémi, quoi. Chose que beaucoup n'ont pas, ouais. Oui. Et encore une fois, j'ai une question parce qu'encore une fois, je ne suis pas sur X. C'est est-ce que Thiago lui-même s'est plaint de ses réactions? Il s'en est plein de mémoire, mais pour moi, ça partait d'un peu un truc un peu kayfabe, genre un peu je m'en plains, mais en vrai, je m'en fous, quoi. Et il y a eu d'autres gens qui sont partis dans un communiqué.
oui, ce genre de comportement est inacceptable. Parce qu'ils lui ont dit qu'il était gros, quoi. Je veux dire, c'est comme tu disais, c'est un public de catch qui vient et qui insulte un heel. Euh, Si t'as pas le recul. Et justement, je peux me permettre aussi de rebondir sur ça, parce qu'on a eu aussi récemment des posts sur X de certaines personnes qui prenaient plus ou moins la défense du fait que peu importe le contexte et les sujets qu'on prend, on peut être tout en gardant dans l'idée que c'est un spectacle. Donc je prends l'idée, bah on peut jouer un, un raciste, on peut jouer je sais pas moi, je vais pas trop loin, mais on peut jouer n'importe quel rôle de heel tant que ça reste dans le spectacle. Et là, on voit que ça a créé une scission dans le débat sur X, avec ceux qui disaient non, pas du tout, il y en a assez dans la vie quotidienne pour en rajouter dans l'art, c'est pas moral de le faire. Et d'autres qui disaient non, au contraire, on peut se permettre. Et je rebondis aussi sur une polémique qu'il y a eu avec Tom Laroufa, il y a eu Jacob Haddock, comme tu disais, Mélusine, mais lui qui attaquait Jafar Jordan en lui disant Pac Pac. Et du coup, beaucoup sont insurgés. Alors que c'est de Jafar Jordan, justement. Et oui, il y a eu un rebondissement après dans cette affaire où ils ont ressorti une promo de Tom Laroufa qui disait justement à Bacha, qui est un catcheur pakistanais, avec ta barbe, tu ressembles à un terroriste, etc. Donc là-dedans, quelle position il faut tenir en 2026? Est-ce qu'il faut rester l'aseptiser et ne pas heurter? Ou alors est-ce que le catch c'est fait pour ça? De mon point de vue, le catch, c'est fait pour ça, dans le sens où, je veux dire, on parle de, est-ce que c'est moral d'être raciste dans le catch, j'entends, hein. Sachant qu'il y en a déjà trop dans la vraie vie et que il n'y a pas besoin d'en rajouter dans l'art. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est moral de se taper dessus? Bah, déjà, et puis ça veut dire que, allez, c'est pas moral d'être raciste. Euh, Pareil, la misogynie, c'est mal. Donc, on va prendre toutes les séries télé qui existent, tous les films qui existent, et on va retirer tout personnage problématique. Et on va avoir à la fin un film où tu vas avoir deux personnes qui vont juste discuter, être d'accord sur tout. Et bien sûr, les sujets sur lesquels ils tomberont d'accord, c'est ça serait bien que personne ne meure de faim et qu'il n'y ait pas la guerre. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ce serait bien. Point. Générique de fin. Et, euh, et tu dis, on peut plus rien écrire, plus rien développer. Mais encore une fois, c'est des trucs où je prends l'exemple de la misogynie pour pas tomber dans l'histoire du racisme, mais pour moi, on peut faire le parallèle facile dans le catch avec ça aussi, quoi. Euh, Faire une storyline avec un personnage raciste comme Tom l'a fait à Hicks, où il n'était pas raciste, il était tout le temps sur le fil entre le je suis un patriote, mais que veut dire être un patriote? Et du coup, pour moi, ça dénonçait plus les comportements limites des patriotes qui te disent je suis pour la France, mais pour eux, la France, c'est une France blanche et ci et ça. Je crois que c'est chez KO ou APC où Thiago a un personnage où bah, il attaque les femmes, il les déteste, etc., etc., quoi. Tu te dis alors d'un côté ça c'est moral parce que la finalité de l'histoire c'est que Thiago va se faire monter en l'air par des femmes, donc c'est moral. Et de l'autre côté d'avoir un mec qui flirte avec le racisme et qui va finir par perdre parce que c'est le heel et va finir par perdre, bah là c'est plus moral. Donc tu te dis en fait est-ce que c'est moral selon le sujet ou est-ce que c'est moral selon la personne qui incarne le rôle? Bah, Et déjà, il y a ça. Et puis encore une fois, on veut raconter des histoires, on veut quelqu'un qui soit le heal. Euh, pour être heal, de toute façon, il faut avoir un comportement qui n'est pas forcément, en général, je parle pas dans le catch, acceptable. Sinon, bah, qu'est-ce qui fait de toi un heal, en fait? mais ça soulève un autre problème, tu vois, c'est le est-ce que tu fais du catch pour raconter une histoire aux gens qui sont autour du ring, et dans ce cas, il faut que ce soit compréhensible pour tout le monde, ou est-ce que tu fais du catch pour toi et pour tes copains sur Internet? Et pour moi, la différence, elle est là. Donc, on prend ton exemple, Mélusine. Quand tu travailles chez Toxiclix et que tu fais Mélusine, la folie des hommes, je pense que c'est un personnage qui ferait réagir n'importe quelle personne du public, que ce soit un enfant ou un grand-père.
C'est quelque chose que les gens peuvent comprendre et c'est là où tu entres dans un spectacle, c'est là où tu peux raconter des histoires, c'est là où tu peux faire des trucs. Que moi qui viens en étant Oui, Luca Di Leo, quand j'étais plus jeune, slip noir et basta, et ben c'est pas forcément lisible et il va falloir que je sois soit un méchant, soit un gentil, mais ça reste basique et ce sera peut-être plus compliqué à accrocher que si j'avais le truc qu'on faisait au début en Allemagne avec Peter, où on était des Français qui trouvaient que l'Allemagne n'était pas assez bien et qu'il fallait que tout le monde se fasse franciser. Et forcément, ça parlait à... Tu deviens très vite le bon méchant. Mais parce qu'on faisait du catch pour les gens, en fait. justement, là, on parle de racisme, de sexisme. Bon, c'est des cordes faciles et c'est vrai que des fois, elles sont pas toujours bien amenées. Mais surtout, parce que comme je le dis, j'ai déjà été aussi m'entraîner dans certains pays étrangers et j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Alors, je suis pas sûre que ce soit que en France, mais qu'en France, on se prend beaucoup plus la tête sur ce genre de questions dans le catch, encore une fois. Je vois, j'étais en Angleterre, on n'a pas vraiment, il y a eu un match d'entraînement, on n'a pas vraiment écrit l'histoire du match, ça s'est fait sur le tas, en mode c'était Angleterre contre France. Mais parce qu'on est les... Il y a ce côté français un peu prétentieux à se dire, nous, on est mieux que ça. Mais encore une fois, il y a ce truc où ça va dépendre de qui incarne le truc. Shaira, par exemple, je prends son exemple parce qu'elle était sur le dernier podcast. Shaira qui se veut la représentante de la personnification un peu de la culture algérienne, défendre cette image, etc., etc. Si c'est elle qui le fait, ça passe. Mais ça se trouve, tu prends un gars qui regarde ça de loin, de sa campagne et tout, et il va juste se dire, ça y est, c'est maghrébin en France, machin, etc. Il va la voir comme la méchante de l'histoire parce qu'elle va vouloir incarner, pour lui, elle va incarner quelque chose qui n'est pas en accord avec son mode de pensée, etc., etc. Avec les diverses opinions de chacun, dans le sens où, dans un public, il peut y avoir plusieurs modes de lecture, quoi. Et quand c'est Vadok qui fait une vanne en mode je suis Fatal Bazooka à KO, moi qui le connais et qui sais qu'il n'est pas raciste, les gens qui le connaissent savent qu'il n'est pas raciste, les gens avec qui il était dans le ring le jour-là savent qu'il n'est pas raciste, les gens de KO savent qu'il n'est pas raciste. Mais du coup, vu qu'il est blanc, campagnard, et campagnard, oui, campagnard, c'est pas un Parisien, quoi. Et on n'accepte pas ce rôle-là. On se dit ah non non, ça c'est pas bien ce qu'il a dit. Oh là là, on voit ce qu'il a dit. Ouais, c'est un facho. Et je trouve qu'on fait l'effort dans certains cas. Thiago, par exemple, on fait l'effort pour dire que c'est un personnage. Le misogyne Thiago, c'est un personnage. C'est une réalité, hein, c'est un personnage. Mais dans d'autres cas, on va vite se dire ah Tom Laroufa le facho, ah Jacob le facho. C'est souvent ce genre d'argument en plus. Et tu dis non mais attends, comment ça se fait que ton esprit accepte que Thiago soit un misogyne, mais tu n'acceptes pas que Jacob Vadok, l'amiche un peu très campagnard, etc., vienne en parodie et puisse faire des faux pas à la limite du racisme, en fait. Comment tu peux arriver à faire la distanciation entre Thiago et la personne derrière Thiago et ne pas le faire avec Jacob et la personne derrière Jacob, quoi. Et je pense que, comme tu disais, il n'y a que en France où on va pousser ce truc-là. C'est vrai que là-dessus, déjà de base, à partir du moment où on sert le terme de facho à toutes les sauces, dès qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est avancé, ça a tendance à me poser problème. Surtout qu'en général, les personnes qui utilisent ce mot-là ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Le principe d'être facho, c'est le principe de la pensée unique. Et justement, là, le but, c'est le truc, c'est que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Euh, et du coup, on n'a pas tous le même prisme de perception. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, on a beaucoup de talent en France, mais oui, les structures se tirent dans les pattes, mais il y a aussi qu'on est freiné par ce genre d'histoire de merde, en fait. Mais ça, c'est parce qu'on l'accepte. Enfin, on l'accepte. Moi, personnellement, non, j'en ai un peu rien à foutre. Mais il y a beaucoup de monde qui accepte de prendre l'avis de trois gars sur Internet comme une vraie réalité. Il y a quelques années,
ouais, il y a quelques années maintenant, je crois l'Undertaker avait publiquement soutenu le gouvernement Trump pour je ne sais plus quoi. Et sur les réseaux sociaux en France, ça avait fait un tollé, genre ouais, mais ouais, le héros de mon enfance, ouais, c'est juste un putain de raciste de merde, et ci et ça. Et je dis, mais à quel moment tu te dis que toi, de la campagne française ou banlieusard parisien ou ci ou ça, euh, tu n'arrives pas à avoir le recul et te dire que c'est possible que lui, américain texan qui n'a jamais sorti de son pays à part pour aller faire des spectacles de catch, lui, comme tu disais, Mélusine, son prisme de réflexion et sa vision des choses et la manière dont il a été élevé le guide vers, par exemple, le gouvernement Trump. Et te dire, ouais, c'est pas normal qu'il pense pas comme moi. En fait, si, c'est normal qu'il ne pense pas comme toi. En fait, ce qui est pas normal, c'est que tu n'acceptes pas que quelqu'un puisse ne pas penser comme toi. Et je trouve qu'en France, c'est ça. Est-ce qu'au final, le problème là-dedans, Lucas Di Leo, c'est pas l'idéalisation ou l'idolâtrie que certains fans peuvent avoir envers les catcheurs, peu importe qui il soit. Je veux dire, ça peut être un catcheur français, Lucas Di Leo. Par exemple, je vais te suivre sur tous les shows, je vais t'adorer, je vais être super fan de toi. Et sur Twitter, je vais voir un truc de ton opinion qui va pas me plaire, et je vais être archi déçu. Et là, le monde s'écroule. C'est un peu comme quand on grandit et on se rend compte qu'en fait notre papa c'est pas un surhomme, c'est pas un super héros. À la première tarte qu'il va prendre dans une embrouille, le monde il va s'écrouler. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est d'autant plus vrai pour WWE et ce genre de choses. Pour nous en France, je reste quand même persuadé, je le répète régulièrement, je le mets de temps en temps sur les réseaux. Je pense que le fait qu'on donne plus d'importance à nos émotions qu'à notre raison biaise aussi le résultat de notre réflexion. Tu as le droit d'être déçu, mais ta déception ne doit pas forcément effacer tout le reste. Je suis un catcheur et j'ai ouvertement affiché le fait que je sois homo, par exemple. Je fais un mauvais match, toi et moi, Alias, on a un débat, t'es pas d'accord avec moi et tu dis qu'en plus j'ai fait un match de merde. Eh ben, malheureusement, les 3/4 du temps, tu peux être sûr que le moyen de défense, plutôt que de chercher l'argumentation et de se dire, OK, on n'a pas été d'accord, c'est vrai, peut-être qu'il a soulevé un point sur tel et tel match, j'étais pas bon, etc. La réponse, 9 fois sur 10, ce sera, Alias, t'es un homophobe. J'ai pas fait un mauvais match, c'est parce que tu m'as regardé avec tes yeux d'homophobe. Et maintenant, on trouve ça dans tout. Tu vois, si t'es pas d'accord avec quelqu'un, t'es homophobe. Si t'es pas d'accord avec quelqu'un, t'es misogyne. Si t'es pas d'accord avec quelqu'un, t'es raciste. Si tu n'es pas pour les matchs intergender, t'es sexiste. Voilà, et c'est exactement ça. Et le pire, c'est que si tu n'es pas pour les matchs intergender et que tu es une femme, alors là, t'es la pire, t'es la pire des vendus, tu vois, tu fais plus partie de la cause, tu défends le patriarcat, les gens qui veulent te mettre la tête sous l'eau, et ci et ça. Il faut que tu te libères de ce mode de pensée en pensant comme je t'ai demandé de penser. On est dans quel monde? C'est, et c'est la base de notre podcast à la base. C'est ce truc où on s'est dit, les gens veulent trop que tout le monde pense comme eux, on va les inviter à discuter. Bah, en fait, bon, déjà, je vais quand même préciser, je suis complètement pour les matchs intergender. Et ensuite, c'est ce que j'ai beaucoup répété ces derniers temps, c'est on peut ne pas être d'accord avec une personne, voire ne pas apprécier une personne, parce qu'on peut pas apprécier tout le monde. Je veux dire, rien qu'à l'APC, on est une cinquantaine. Oui, on peut ne pas apprécier certaines personnes sans pour autant s'écharper. Oui, sauf que bah, c'est plus facile de discréditer quelqu'un, non pas sur son talent, mais sur des idées comme ça, un peu toutes faites, où les gens vont faire oh, il est comme ça, on n'en faut plus le regarder, lui. Que de dire ouais, le mec, il est un peu meilleur que moi, mais bon, va falloir que je travaille. Donc c'est plus facile de dire que quelqu'un est raciste, homophobe, machin, etc., etc., pour que les gens arrêtent de le regarder. Là, comme ça, tu prends la place, en fait. Plutôt que de te dire, bon, putain, lui, je l'aime pas, mais il est fort quand même. Va falloir que je bosse 2 fois plus pour être plus fort. Ah non. Ah non, on va dire, je veux ce spot-là. Pour prendre l'exemple de Jack, euh, récemment en France, c'est lui qui a pris le plus gros saut de merde, là, depuis un mois et demi, peut-être maintenant.
Jack c'est ci, Jack c'est ça, Jack ceci, Jack cela. C'est un raciste, c'est un violeur, c'est un chef de secte, c'est tout ce que tu veux, c'est un gourou, c'est tout ce que tu veux. Par contre, je connais pas une structure en France qui ne catche pas sur un ring que Jack a fabriqué. Ah, il y en a quand même. Il n'a pas fabriqué tous les rings non plus. KO catch sur un ring de Jack Spain. Drag Attack catch sur un ring de Jack Spain. L'APC catch sur un ring de Jack Spain. L'APC, je suis pas sûre. Le studio Jenny, je crois bien que c'est un ring de Jack Spain depuis quelques années. Ça, je ne suis pas sûre. Par contre, BZ, oui. BZ, c'est un ring de Jack Spain. Rix, forcément. NCCV, c'est un ring de Jack Spain. Je suppose que Freya, c'est un ring de Jack Spain. Ça, j'en suis pas sûre non plus. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas cancel les rings? Je pense qu'on va commencer à ne plus. Tu sais, il y a eu cette polémique autour de Catch Prod aussi, où plusieurs personnes leur sont tombées dessus parce que Fennec va bosser pour eux. Enfin, en tout cas, il est annoncé. Fennec a annoncé sur un de leurs shows, etc. Les rings qui sont utilisés par les personnes qui ont critiqué Catch Prod, qui les ont insultés sur les réseaux, c'est le ring de Catch Prod qui est fabriqué par Jack Spain. Je vais pas forcément parler de Freya et de Rix parce que c'est encore une autre histoire. Par contre, finalement, c'est aussi ce que je disais donc au début et que j'ai déjà répété depuis, c'est le fait que les structures se tirent dans les pattes, c'est plutôt que se tirer dans les pattes, ils verraient la concurrence. Prenons la WWE. C'est bien qu'il y ait la EW parce que ça fait une concurrence et ça pousse à faire de meilleurs shows pour justement récupérer la meilleure part du gâteau. Et en France, plutôt que de se tirer dans les pattes, on devrait, je pense, justement chercher à faire de meilleurs shows, pas pour écraser l'autre, mais justement parce que ce principe de concurrence, normalement, est censé nous pousser à faire mieux. Exactement. Pas à nous tirer les uns les autres vers le bas. Mais ça, c'est que si t'es une personne équilibrée, tu penses comme ça. Si t'es une personne qui est tout le temps dans le doute, dans la paranoïa, dans le ils me veulent du mal. Si, tu vois, et je te dis, moi je l'ai vécu de manière personnelle, pas à grande échelle ni rien, mais il y a des gens qui m'envoyaient leur match pour qu'on débriefe, qui me demandaient tu peux regarder mon match et me dire ce que tu en penses, etc. Je faisais mon retour et j'allais dire des trucs bêtes, tu vois, où ça c'était bien, et tu vois, je dis tu vois, par contre. Tu regarderas vers 6 minutes 24, à un moment, tu vas dans les cordes, tu vas en piétinant, tu le fais 2 fois d'affilée. Ça, fais attention, n'hésite pas, même si tu hésites, lance-toi parce que ça se voit trop, etc. etc. Et une semaine après, j'avais un retour d'une tierce personne qui me disait t'as regardé le match d'un tel? Ouais. Vas-y, il était dégoûté, il a dit que tu voyais que le négatif, qu'il allait plus rien t'envoyer parce que tu parles que du négatif. Et mais encore une fois, c'est la même réflexion que sur la concurrence saine. La concurrence, tu le vois comme quelque chose de sain si tu es équilibré dans ta tête. C'est la même chose que si tu demandes des feedbacks. Si tu demandes à quelqu'un un retour sur ton travail, mais que dans ta tête, tu n'attends à avoir que du positif, c'est que t'es pas sain, en fait. C'est que t'es pas équilibré, c'est que t'as quand je dis pas équilibré, t'es pas un fou. C'est juste que tu as des choses à régler personnellement avec tes doutes, etc., etc. Mais dans ce cas, ne demande pas de retour. Si tout ce que tu veux entendre, c'est parfait, il n'y a plus rien à progresser. Justement, quel retour tu as eu sur ton personnage Mélusine que tu as fait sur Toxic Rix? Les retours que j'avais, c'est déjà, ça avait l'air de beaucoup plaire parce que ça faisait marrer pas mal de personnes. Et c'était divertissant, ce qui est un peu le but du catch. Après, dans les retours, parce que j'ai quand même essayé de pousser avec certains de mes coachs, de voir pour l'améliorer un peu, c'est... par exemple, il y a quelques trucs qui sont quand même à améliorer, mais en même temps, le personnage s'est créé sur le tas. C'est normal que tout ne soit pas parfait. D'ailleurs, tout ne sera jamais parfait parce que, en fait, le moment où on arrête de chercher à s'améliorer, c'est le moment où on s'améliore plus. Mais basiquement, par exemple, les ventes, le fait que je ne vends pas, c'est normal, mais il faudrait quand même que je vende de manière un peu plus mécanique, à l'image de, par exemple, l'Undertaker des années 90, qui est une des grosses inspirations du personnage. Et en termes d'image, je veux dire que est-ce que ça t'a porté préjudice parce que t'es tombé un peu dans la vague des problèmes que la Rix, enfin plutôt que Jack Spain a eu? Est-ce que Jack sans nom du coup, est-ce que ça t'a porté préjudice ou pas plus que ça? Et du coup, dû à l'arrêt de Toxic Rix, je pense que c'est à cause du déficit de personnes qui veulent travailler pour ce programme. À mon avis, je dis ça, je pose la question parce qu'en fait, je sais pas du tout.
Moi, à mon grand regret, ce programme s'arrête parce que j'étais un grand fan de ce programme. Et du coup, comment tu le vis et comment ça s'est passé? Beaucoup de questions en une, désolé. Alors déjà, Toxic Rix, ça me manque parce que c'était vraiment fun. Et même nous, dans les backstage et tout ça, on s'éclatait vraiment à le faire. On le faisait certes pour le public qui regardait YouTube tous les mercredis soirs, mais pour nous, on s'éclatait à le faire aussi parce qu'on était assez libre de faire un peu ce qu'on voulait. Ensuite, les retours que j'en ai eu, bah, en fait, j'ai les deux côtés. J'ai d'un côté ceux qui voient le personnage et c'est fun, c'est divertissant, on aimerait bien le voir ailleurs. Et ceux ont associé le personnage à Jack et où ouais, c'est humiliant, tu devrais pas faire ça. Mais le problème n'est pas tant le fait que le personnage soit ou non humiliant, le problème c'est surtout que certaines personnes m'ont poussé à le trouver humiliant. Ça me pose déjà beaucoup plus de problèmes. Je vais pas dire que ça m'a porté préjudice pour l'instant, j'attends de voir comment ça va évoluer. Tu parles des retours que tu as eus. Est-ce que les retours que tu as eus te paraissaient, comment dire, te paraissaient fondés ou est-ce que c'était ce truc de, allez, faut que tu rentres dans le rang. Faut que tu rentres dans le Tu peux pas, toi, C'était clairement pour que tu tu vois. rentres dans le rang. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était peut-être pas ce qui était voulu à la base, mais clairement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ton personnage humiliant, ton personnage, on le trouve humiliant, donc tu dois le trouver humiliant. Alors que je cherche encore ce qui est humiliant dans le personnage, hein. J'ai beau chercher, je vois pas. Bah, c'est ce qu'on disait. Moi, justement, alors après, sans te manquer de respect aucun, on se connaît pas assez, en fait, pour que je puisse vraiment parler de ta personnalité et tout. Mais, je pense que pour beaucoup de gens, notamment sur les réseaux, et ceux qui veulent qu'il y ait le corps du bien et le corps du mal, euh, c'est problématique d'avoir une fille comme toi qui fait beaucoup de stages un peu partout en France, qui se déplace beaucoup et que finalement j'ai l'impression que beaucoup de monde connaît et apprécie. Comme je te dis, on se connaît pas, donc je peux pas valider ce point personnellement, mais j'ai l'impression j'ai jamais rien entendu de mauvais sur toi. Donc ça veut dire que les gens te trouvent bien câblée, sympathique, travailleuse, etc. Donc c'est problématique d'avoir une fille qui a cette image-là auprès des gens en interne un peu, qui soutient, en tout cas qui travaille avec plaisir euh, dans l'antre de la bête, quoi. Ou après, ça peut être simplement que les gens ne connaissent ni le programme Toxic Rix, ni la personne de Jack Payne, Jack sans nom, ni la Rix, mais qui, juste par les rumeurs ou ce qu'ils entendent de tierces ou d'autres personnes, ils aient simplement eu de l'empathie pour Mélusine ou peur pour elle. Ça, c'est valide pour les anonymes Internet, on va dire. Là, elle nous parlait des gens qui sont censés la connaître. Et pour moi, je le vois un peu comme un truc de, mais non, pas toi. Ah, purée, tu peux pas aller là-bas. Ça ne va pas avec notre narratif, là, ce que tu fais. Bah, très honnêtement, moi, je l'ai toujours dit, je suis pas sectaire, je bosse avec tout le monde tant que je me sens en sécurité. Ça, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais cachée. Et pour moi, tant qu'il n'y a pas de preuves sur tel ou tel problème, de vraies preuves, pas juste les preuves internet, j'ai aucun problème à aller à tel ou tel endroit. Le problème, c'est qu'actuellement, on me reproche de faire ce que j'ai toujours fait. Ensuite, pour l'histoire des retours que tu as pu avoir sur moi, honnêtement, le pire retour qu'on peut avoir sur moi, c'est le fait que je suis quelqu'un qui a tendance à me frustrer très facilement, ce qui est vrai, je travaille dessus. Mais c'est vis-à-vis de moi-même, en fait, c'est pas vis-à-vis de qui que ce soit d'autre. Oui, donc c'est ce que je dis. C'est que finalement, ta personnalité et le narratif que la secte Internet là veut nous vendre ne vont pas ensemble. Donc forcément, il fallait trouver un truc et forcément, qu'est-ce qu'on peut. C'est humiliant. Tu vois, c'est humiliant, Mélusine, que tu puisses être sur un programme diffusé en direct tous les mercredis sur YouTube. C'est humiliant que tu puisses te retrouver dans des main events. C'est humiliant que tu sois le personnage dont on parle le plus de ce programme. C'est vraiment une humiliation totale. Alors que le truc, c'est que j'ai toujours été OK avec absolument tout ce que j'ai fait. Je m'éclatais à le faire. D'ailleurs, Mais parce que tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien câblé. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien câblé qui se dit, là, j'incarne un personnage différent de ce que je fais d'habitude. Et comme tu disais, tu nous parlais des backstage, euh, c'est fun quand on le fait, quoi. bah, On rigole bien, tu vois. disons qu'il faut vraiment pas avoir vu Toxic Rix pour penser que je pourrais être forcée pour une raison toute bête. C'est que
En ayant vu ne serait-ce qu'un épisode de Toxic Rix avec ce personnage-là, on voit que je me retiens de rire une fois sur deux. D'ailleurs, Bah, bien sûr, et puis quand tu c'est un vois. défaut qu'on peut te reprocher, ça. Oui, oui, très clairement. Très clairement, Bah oui, oui. mais tu vois, t'as Jack et moi, j'ai vu 2 fois avec Vadok, je crois, aux commentaires. Jack et Vadok qui s'amusent comme des enfants en plus. Et que ce soit avec toi ou que ce soit avec le sanglier dont j'ai oublié le nom. Le sanglier. Le sanglier, juste là, c'est ça. Hein. C'est bien ça son surnom. Et, et il le vanne comme s'il n'y avait pas de caméra et en même temps, c'est. Tu vois, quand tu vois ouais, ben, il l'humilie, il se fout de lui. Mais non, en fait, c'est un peu l'idée du truc. C'est on vient, on a des personnages, mais on s'amuse avec tout ça et je pense que quand la caméra coupe, tout le monde rigole ensemble. Quoi. Bien sûr. Et mais ça, encore une fois, c'est quand tu as du recul sur toi, c'est que tu acceptes toi, Mélusine. Enfin, du coup, c'est pas ton vrai prénom, mais la personne derrière Mélusine accepte de ne pas forcément être un super-héros qui véhicule la paix dans le monde et le pouvoir aux femmes. Et tu acceptes de jouer un rôle au même titre que si tu faisais du cinéma et qu'on te disait, bon, écoute, tu vas être une mauvaise mère de famille. Ah non, je peux pas être une mauvaise mère de famille parce que moi, je suis une bonne mère de famille. Non, tu vas être une mauvaise mère de famille dans ce film. Bah, tu vois, tu vas accepter ce mauvais rôle, quoi. Bah, après, Parce que c'est un rôle, c'est notre travail. pour moi, la gimmick de la folie des hommes, c'est même pas que c'est une gimmick. Le truc, c'est que la gimmick, elle m'a jamais été vraiment imposée. Jack m'a demandé si j'étais OK de faire ça. J'ai fait oui, ça m'a l'air fun. Je l'ai fait, c'est fun. Puis après, au final, c'est que l'idée de base aussi qu'il a eu. Le reste, je l'ai un peu fait comme je l'entendais. Et en fonction des idées qu'on me donnait, que je voulais ou non. Est-ce qu'au final, le catch, c'est pas une histoire de clan? En ouverture d'émission, je parlais de territoire, et là, on parle un peu des idées de chacun ou des opinions de chacun et des volontés des uns et des autres de faire respecter son opinion ou de faire valider son opinion. Mais au final, est-ce que le catch, c'est pas une histoire de clan? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve que ça l'est un peu devenu. C'est si t'es pas avec. En gros, si tu ne valides pas ce que je dis, tu es contre moi. Et Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment une minorité qui est comme ça, mais le problème, c'est que comme toujours, c'est la minorité la plus bruyante. c'est ça. J'allais dire, c'est ce qu'on entend. Et je sais plus qui j'ai vu passer sur les réseaux. Alors, je sais que c'était aux États-Unis. Je sais pas si c'est pas Bob Barrett ou Kevin Owens ou même Nick Khan peut-être qui parlait. Non, c'est Nick Khan qui parlait des. Il y a eu les licenciements WWE récemment. Et il disait, bah, il y a la vague de We Want Kairi parce que Kairi Sane a été libéré, même si, même cinéma pour Zelina et Alistair Black. Tous ces gens qui polluent les réseaux en ce moment, vous pouvez aller sur n'importe quel post WWE, vous allez dans les commentaires et vous verrez des We Want Kairi. Tous ces gens qui ont fait la même chose pour Ron Killings, et donc Nick Khan prenait cet exemple, il a dit tous ces gens qui se sont battus pour que R-Truth revienne, sont les mêmes qui le eu quand il est à la télé et qui trouvent qu'il vole le temps d'antenne des gens. Et je trouve qu'on a ce truc-là en France et dans le catch en général où on veut que notre idée soit la bonne. Et si on n'écoute pas notre idée, on commence à péter les plombs et on devient irrationnel. Mais encore une fois, on en revient sur ce que je disais avant. Pour moi, la différence entre ma raison et mes émotions. Kairi Sane se fait renvoyer, Alistair Black se fait renvoyer. Ah, ça me touche personnellement. Les Wyatt Six se font renvoyer alors que c'était nul à la fin, on va pas se mentir. On voyait qu'il y avait aucune direction. Ah, ça me touche trop. Ah, ça m'énerve. Ah, je vais insulter WWE. Et à aucun moment on prend le recul et on se dit, ok, alors les Wyatt Six, ils sont 5, ça représente du temps d'antenne. Alistair Black, ça représente du temps d'antenne. Est-ce qu'on a le temps d'antenne pour tous ces gens-là? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les paye à rien faire. Et là, je trouve que c'est à peu près la même chose. C'est ce truc où si tu ne penses pas comme moi, je vais pas me mettre à ta place et on va pas discuter. Tu penses pas comme moi, tu es un ennemi. Tu penses comme moi, alors là on est copains et même les petites vannes que tu peux me faire, je vais les prendre comme des plaisanteries. Mais si jamais un jour tu te retournes contre moi, je prendrai ces trucs que je prenais comme des plaisanteries, je les afficherai sur les réseaux et je ferai en sorte que tout le monde croit bien que t'es un salaud. Et aujourd'hui, on est dans ce truc de camp, comme je disais, de bien ou de mal.
Et alors qu'en vrai, ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous-mêmes, en tant que personnes, on est le bien et le mal ensemble, quoi. Mais les réseaux sociaux, ça forcément, surtout les réseaux comme Twitter, X, là, Et on c'est le voit aussi, et on le voit aussi dans le personnage de Mélusine, qui est le mal Mélusine et le bien Mélusine Aconite. Je pense que c'est une bonne manière de clôturer cet épisode de Second Souffle. Merci Mélusine, Bah, merci de l'invitation. merci Lucas Di Léo, merci à toi, merci. et on se dit au prochain épisode de Second Souffle.